Bonjour et bienvenue sur math-sub.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder la bijectivité. Une fonction petit f d'un ensemble grand E dans un ensemble grand F est dite bijective si elle vérifie les deux conditions suivantes. Si f est injective et surjective. Donc il faut ces deux conditions-là, injectif et surjectif, pour avoir le caractère bijectif. Inutile de vous dire que vous devez impérativement connaître la notion d'injectivité et de surjectivité pour comprendre la notion de bijectivité. Alors regardons ce qui se passe sur des exemples patates. Si je prends pour E l'ensemble suivant, et pour F l'ensemble suivant. Et si je veux construire une fonction bijective, d'abord je veux qu'elle soit surjective. Je vous rappelle, une fonction surjective, c'est une fonction qui va pointer vers tous les points de l'ensemble d'arrivée. Donc on doit avoir des flèches qui atteignent tous les points de grand F. D'autre part, une fonction est bijective, donc elle doit être injective. Et injective, ça veut dire que deux points de l'ensemble de départ ne pointent pas vers un même point à l'arrivée. Donc si je fais ça et ça, c'est interdit. Par contre, je peux faire une fonction comme ceci. Là, j'ai une fonction injective, puisque deux points distincts ne pointent jamais au même endroit. J'ai donc ici une fonction qui est à la fois surjective et injective. Elle est donc bijective. Alors examinons maintenant des situations qui ne fonctionnent pas. Si vous prenez par exemple pour l'ensemble E ceci, pour l'ensemble F ceci, et que vous tracez une fonction, par exemple celle-ci. Notre fonction ici, elle est bien surjective, puisque tous les points de l'ensemble d'arrivée sont atteints. Par contre, notre fonction n'est pas injective, puisque vous voyez ici, il y a deux points qui pointent vers le même endroit. Comme pour être bijectif, il faut à la fois être injectif et surjectif, et que ici, on n'a pas d'injectivité, ici, notre fonction n'est pas bijective. Encore un exemple. Si maintenant pour E, vous prenez cet ensemble-là, et pour F, cet ensemble-là, et que vous considérez la fonction qui fait ça. Ici, vous avez une fonction qui est injective, puisque deux points différents ne pointent pas au même endroit. Par contre, votre fonction ici n'est pas surjective, puisque vous avez un point qui n'est pas relié. Comme la fonction n'est pas surjective, et que pour avoir la bijectivité, il faut à la fois l'injectivité et la surjectivité, alors f n'est pas bijective. Considérons ce premier exemple. On nous demande de regarder la fonction f qui a x associe 2x plus 3 et de montrer que f est une fonction bijective. Pour montrer que f est une fonction bijective, il va falloir montrer qu'elle est à la fois injective et surjective. Commençons par exemple par montrer que f est injective. F injective. Alors, je vous rappelle ce que ça veut dire, c'est-à-dire, il faut montrer ceci. Il faut montrer qu'à chaque fois que je prends deux points de l'espace de départ, quel que soit x et x' appartenant à R, si les deux images f de x et f de x' sont égales, je dois avoir que x est égal à x'. Voilà ce qu'il faut que je démontre. Allons-y, prenons deux points dans l'espace de départ, soit x et x' dans R, et regardons cette équation, f de x est égal à f de x'. Si on en reste là, on n'avance pas, donc on va remplacer f de x et f de x' parce que ça vaut. F de x, c'est 2x plus 3, et f de x', évidemment, c'est 2x' plus 3.
Cette équation, on peut la simplifier par 3. Ça nous fait 2x est égal à 2x'. Puis on peut la simplifier par 2. X égale x'. Et j'ai bien montré que si f de x est égal à f de x', alors x égale x'. Conclusion, f est injective. Donc f est injective. Montrons maintenant la surjectivité. F surjective. Là encore, je rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à chaque fois que je prends un élément de l'espace d'arrivée, je dois pouvoir trouver un antécédent. Donc à chaque fois que je prends un élément y dans l'espace d'arrivée, c'est-à-dire ici dans R, il doit exister un élément dans l'espace de départ, un x appartenant à R, tel que y égale f de x. En clair, il faut montrer que pour un y donné, cette équation-là admet une solution x. Alors prenons un élément y appartenant à R et regardons cette équation. Là encore, on va remplacer f de x par ce que ça vaut. Y, ça fait 2x plus 3. Et on cherche une solution en x. Mais là, c'est pas très difficile, hein, il suffit d'isoler x. Donc quand vous résolvez, vous trouvez que x, c'est égal à y moins 3 sur 2. Donc, pour tout y dans R, cette équation-là admet bien une solution en x qui vaut y moins 3 sur 2. Donc, pour tout y dans R, il existe un x qui ici vaut y moins 3 sur 2, qui est un réel. Vérifiant l'équation y égale f de x. Et donc, f est surjective. Conclusion. Notre fonction est à la fois injective et surjective, donc elle est bijective. Considérons un nouvel exemple. Ici, on a une fonction f qui va de R2 dans R2, qui au couple xy associe le couple y, x plus 2y. On nous demande de montrer que f est bijective. Alors comme dans l'exemple précédent, commençons par montrer que f est injective. Alors on traduit, ça veut dire que si je prends deux couples de R2, par exemple, quel que soit xy et x', y', deux couples de R2, si j'ai f de xy qui est égal à f de x', y', alors je dois avoir que xy est égal à x', y'. Allons-y, soit xy, x', y' dans R2. Et regardons cette équation. F de xy est égal à f de x', y'. F de xy, c'est ceci, c'est y, x plus 2y, et f de x', y', bah c'est la même chose, mais avec des primes. Donc y', x' plus 2y'. Je vous rappelle que deux couples sont égaux si leurs coordonnées sont égales. Autrement dit, la première coordonnée qui est là doit être égale à la première coordonnée qui est là. J'ai donc y égale y'. Et la deuxième coordonnée qui est là doit être égale à la deuxième coordonnée qui est là. X plus 2y égale x' plus 2y'. Arrivé ici, je sais que y est égal à y', donc par exemple, je peux remplacer y' par y dans cette deuxième équation. J'ai donc y égale y', et x plus 2y sera égal à x' plus 2y. Vous voyez, j'ai remplacé y' par y. Sur cette équation, j'ai 2y des deux côtés, je peux donc simplifier. Et j'obtiens
y égale y' et x égale x'. Et ça n'est rien d'autre que dire que le couple xy est égal au couple x', y', puisque les coordonnées sont égales, comme on le voit ici. On a donc bien montré l'injectivité, puisqu'on a montré que si f de xy est égal à f de x', y', alors j'ai xy est égal à x', y'. Vous voyez, c'est l'implication qui va jusque-là. Donc, f est injective. On a montré que f est injective. Pour avoir la bijectivité, il faut maintenant montrer que f est surjective. Alors qu'est-ce que ça veut dire être surjectif dans notre contexte? Ça veut dire que tout élément de l'espace d'arrivée, ça sera pour nous, je vais l'appeler AB, pour tout AB dans R2, il doit exister un élément de l'espace de départ, donc il existe XY dans R2, tel que f de cet élément doit donner AB, tel que f de XY est égal à AB. Autrement dit, il faut résoudre cette équation-là pour AB donné et vérifier qu'il existe bien une solution XY. Alors on va prendre AB, soit AB dans R2, et on va regarder cette fameuse équation et essayer de la résoudre en XY. F de XY est égal à AB, il suffit déjà de remplacer F de XY par ce que ça vaut. Ça fait Y, x plus 2y égale à B. Comme tout à l'heure, deux couples sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales. Donc je dois avoir que y est égal à A et que x plus 2y est égal à B. Ici j'ai trouvé ce que vaut y. J'aimerais trouver x, donc je vais remplacer y par A. Ça me donne que y est égal à A et que x plus 2a égale B. Je résous. Ça me donne que y est égal à A et que x est égal à B moins 2a. Et si on revient à l'écriture sous forme de couple, ça veut dire que xy est égal à B moins 2a, A. Autrement dit, on a montré que quel que soit AB, donc quel que soit AB, dans R2, il existe XY, et on l'a trouvé, c'est B-2A, A. Je mets entre parenthèses, donc il existe bien XY dans R2, tel que f de XY égale à B. Donc f est surjective. Conclusion, on a montré que f est injective, on a montré que f est surjective, f est donc bijective. On dispose d'un théorème pour caractériser la bijectivité. Alors avant d'énoncer le théorème, je vais vous dessiner une fonction bijective. Alors considérons les ensembles E et F suivants, et prenons la fonction, par exemple, celle-ci. Alors cette fonction est bien surjective, puisque tous les points de l'espace d'arrivée sont atteints par un point de l'espace de départ, et cette fonction est injective, puisque vous voyez que deux points de l'espace de départ ne pointent pas vers un même point à l'arrivée. Maintenant, regardez les points de l'espace d'arrivée. Ils sont tous reliés, et ils sont reliés par une seule flèche. Et il se trouve que cette propriété caractérise la bijectivité. Alors on va énoncer le théorème. Soit f de grand E dans grand F, une fonction, f est bijective
si et seulement si tout point de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire pour tout y dans grand F, il existe un unique élément de l'espace de départ. Donc, je vous rappelle, à la notation de il existe un unique, c'est ce symbole-là. Il existe un unique x dans l'espace de départ, tel que y égale f de x. Nous avons donc une caractérisation alternative à la bijectivité par cette propriété-là. Démontrons ce théorème. En guise d'anti-sèche, je vous ai remis dans l'encadré le théorème que l'on cherche à démontrer. Si vous vous souvenez de la définition de la surjectivité et de l'injectivité, on avait plusieurs définitions équivalentes. Ici, je vais mettre les définitions que je vais utiliser dans la démonstration de ce théorème. Pour la surjectivité, on va utiliser ceci. F est surjectif si tout élément de F admet un antécédent, c'est-à-dire il existe un élément de l'espace de départ tel que y égale f de x. Et on va utiliser cette définition de l'injectivité. Une fonction f de e dans grand F est injective si tout élément de grand F, c'est-à-dire de l'espace d'arrivée, admet au plus un antécédent, c'est-à-dire soit n'admet pas d'antécédent, soit il en admet un et il est unique. Pour montrer ce théorème, on a une équivalence, donc il va falloir démontrer que le côté gauche implique le côté droit, et que le côté droit implique le côté gauche. Alors commençons par montrer que f bijective implique la formule qui est là. C'est-à-dire, montrons ceci. Si f est bijective, on veut arriver à ceci. D'abord, il faut traduire ce que ça veut dire être bijectif. F est bijective, donc elle est injective et surjective. Maintenant, on se pose la question, en partant de injectif et surjectif, comment on peut arriver à cette phrase? Puis on regarde un petit peu nos définitions. Alors on voit qu'il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à ceci, c'est cela. Et ça vient de la surjectivité. F est surjective, donc on a cette phrase-là. Quel que soit y dans F, il existe x appartenant à E, vérifiant y égale f de x. Oui, mais c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est l'unicité de x. On veut pas seulement son existence, on veut un petit peu plus. Alors pourquoi le x qui est dans cette équation-là est unique? Eh bien c'est simple, ça vient de l'injectivité. Regardez, y s'écrit comme f de x. Y est un élément de f. Or, f est injective. Donc soit elle n'a pas d'antécédent, soit elle en a un et un seul, puisqu'elle doit admettre au plus un antécédent. Ici, x est un antécédent de y, et bien c'est le seul par injectivité de f. De plus, f est injective, donc l'équation y égale f de x admet une unique solution x. Donc, quel que soit y dans f, il existe un unique x appartenant à E, vérifiant y égale f de x. Il nous reste à montrer l'implication dans l'autre sens. Supposons maintenant que cette propriété ait lieu. Donc, si f vérifie, quel que soit y dans grand F, il existe un unique x appartenant à E, vérifiant y égale f de x. On voit, comme tout à l'heure, que cette chose ressemble beaucoup à la définition de la surjectivité. Et en fait, cette chose implique la surjectivité. Pourquoi? Parce que l'existence d'un unique x dans E, ça implique l'existence d'un x dans E. J'écris ça en toutes lettres. On a
l'existence d'un unique x appartenant à E, ça implique l'existence de x dans E. Puisque si vous en avez un seul, vous êtes sûr d'en avoir un. Donc, alors cette phrase-là, pour ne pas la recopier sans arrêt, je vais l'appeler P. Donc, P implique que quel que soit y dans grand F, il existe un x dans E vérifiant y égale f de x. Et ça n'est rien d'autre que la définition de la surjectivité. Donc f est surjective. Maintenant, essayons de traduire la phrase qui est ici avec des mots. Ça nous permettra de raccrocher avec la définition de l'injectivité. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? On a P qui veut dire que tout élément de grand F admet un unique antécédent. Vous voyez, l'élément Y peut s'écrire comme f de x, ça veut dire qu'il a un antécédent, et en plus il est unique. Donc la phrase P veut dire tout élément de grand F admet un unique antécédent. Maintenant, si un élément admet un unique antécédent, nécessairement, il en admet au plus 1. Je vais écrire ça en toutes lettres. Admettre un unique implique admettre en avoir au plus 1. Si cette implication vous trouble un petit peu, pensez ceci en termes d'égalité. Si par exemple vous avez une solution, S égale 1, alors nécessairement vous avez au plus une solution, puisque S égale 1 implique S inférieur ou égal à 1. Évidemment, l'implication dans l'autre sens ne fonctionne pas. C'est seulement dans le sens direct. Donc, si tout élément de f admet un unique antécédent, alors tout élément de f admet au plus un antécédent. Je continue ici. Donc, ça implique tout élément de f admet au plus un antécédent. Et ceci, c'est exactement la définition de l'injectivité. Donc f est injective. Notre fonction est à la fois surjective, à la fois injective. Conclusion, f est bijective. On a donc bien montré que si la phrase qui est ici a lieu, alors notre fonction est bijective. Et on a montré l'implication dans les deux sens, le théorème est démontré. On va reprendre l'exemple traité au début de la vidéo, mais cette fois-ci en le traitant avec notre théorème. Donc on considère la fonction qui a x associe 2x plus 3 et on nous demande de montrer que f est bijective. Et le théorème nous a dit qu'une fonction est bijective si elle, seulement si elle vérifie cette propriété-là. Donc il va falloir montrer cette propriété-là. On veut montrer, et je vais transcrire la propriété, donc pour tout y dans f, ça devient pour tout y dans R, puisqu'ici R c'est f. Il doit exister un unique x dans l'espace de départ, ici c'est R, vérifiant y égale f de x. Voilà ce qu'il faut montrer. On va donc se donner un y quelconque, et on va regarder si cette équation-là admet une unique solution x. Allons-y. Y égale f de x, ça veut dire quoi? Ça veut dire y égale 2x plus 3. Ça veut dire, si on résout, que x égale y moins 3 sur 2. Et on a vu que cette équation admet d'une part une solution x,
Et en plus, elle est unique, puisqu'il y a un seul choix possible. Donc, il existe un unique x, qui est en fait égal à y moins 3 sur 2, vérifiant y égale f de x. La propriété qui est ici est vérifiée. Notre fonction est bijective. Conclusion, f est bijective. Je vous invite à revenir sur la première façon de le résoudre pour voir. Je vous invite à revenir un petit peu en arrière sur la vidéo pour comparer les deux rédactions. Et vous verrez que cette rédaction-là est beaucoup plus rapide que la première. Même chose, considérons le deuxième exemple du début de la vidéo et essayons de le traiter avec cette fois-ci notre théorème. On considère donc la fonction qui va de R2 dans R2, qui a xy associe y, x plus 2y, et si on montrait qu'elle est bijective. Montrer qu'elle est bijective, c'est montrer ceci, transcrivons-le. On veut montrer que, quel que soit y dans f, donc ici pour nous ça sera quel que soit AB dans R2, il existe un unique élément dans l'espace de départ, donc ça sera un unique xy par exemple, il existe un unique couple xy appartenant à R2. Vérifiant l'équation, alors y égale f de x va devenir, donc pour nous y c'est AB, et f de x, pour nous ce sera f de xy. Voilà ce qu'il faut montrer. On se donne donc AB, soit AB dans R2. Et on regarde cette équation-là, et on essaye de montrer qu'il existe un unique couple XY qui la vérifie. AB égale f de XY. C'est équivalent à AB égale Y, x plus 2Y. C'est équivalent à A égale Y, B égale x plus 2y. Alors je vous rappelle, on cherche x et y, donc déjà on a trouvé y. Si on a y, on peut le remplacer ici. Ça fait b égale x plus 2a. Et quand on a cette équation-là, on a x. Donc y égale a, et x égale b moins 2a. Ce qui est aussi équivalent, je vais revenir en notation de point de R2, au couple xy est égal à b-2a a. Et on a vu que cette équation-là admettait une unique solution xy qui vaut le couple b-2a a. Donc, il existe un unique xy qui est en fait égal à b-2a a, élément de R2, vérifiant AB égale f de xy. Conclusion, comme la propriété qui est ici est vérifiée, f est bijective. Et encore une fois, je vous encourage à revenir en arrière dans la vidéo pour comparer les deux rédactions. Pour terminer, examinons cet exemple théorique. Alors pourquoi je dis que c'est un exemple théorique? Parce que je ne donne pas de formule pour les fonctions f et g. Alors on nous dit de considérer la fonction f qui va de E dans grand F, g de grand F dans grand G, et qui sont bijectives. Et on nous demande de montrer que la composée g rond f est bijective. Alors souvent les étudiants ont du mal avec les exercices théoriques, donc je vous déconseille d'utiliser le théorème que l'on vient de voir. Déconstruisez plutôt votre approche en essayant de montrer que g rond f est à la fois injective et surjective. Et puis quand vous aurez un petit peu plus de bouteilles, vous essayerez de le rédiger avec le théorème que l'on vient de voir. Alors, pour attaquer ça, deuxième conseil, traduisez proprement la définition de bijective pour f
et pour G. Comme ça, vous aurez tout sous les yeux pour attaquer le problème qui est ici. Alors allons-y, on déconstruit nos hypothèses. F est bijective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est injective et surjective. Le problème, c'est que c'est pas très parlant en termes de formule. Alors on va déconstruire encore un petit peu plus. F injective, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je prends deux éléments de l'espace de départ, x est x' dans E, si j'ai f de x est égal à f de x', alors je dois avoir x est égal à x'. Pareil, on traduit la surjectivité de f. Donc tout élément de l'espace d'arrivée, ici quel que soit y dans grand F, doit avoir un antécédent. Donc il existe un x dans E, vérifiant y égale f de x. On fait la même chose pour G. G est bijective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est injective et surjective. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de formule? Ça veut dire qu'à chaque fois que je prends deux éléments de grand F, alors ici je vais les appeler y et y', si j'ai g de y égale g de y', je dois avoir y égale y'. Et la surjectivité de G, ça veut dire qu'à chaque fois que je prends un élément dans grand G, je vais l'appeler ici Z, il doit exister un antécédent, c'est-à-dire un élément de F, il existe Y dans F, tel que Z égale G de Y. Voilà, on a déconstruit nos hypothèses de départ. Et si on en a besoin dans la suite, tout est là. On veut montrer que G rond F est bijective. C'est-à-dire, il faut montrer qu'elle est injective et surjective. Commençons par injectif. Montrons que G rond F injective, et on traduit ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends deux éléments de l'espace de départ, quel que soit x et x' dans E, si j'ai G rond F de x égale G rond F de x', je dois avoir x est égal à x'. Voilà ce qu'il faut démontrer. Donc allons-y, soit x et x', deux éléments de E. Et essayons de montrer cette implication. G rond F de x égale G rond F de x'. Alors, en général, les ronds, c'est pas très parlant. Donc on va les transcrire avec des parenthèses. Ça, c'est rien d'autre que G de F de x qui est égal à G de F de x'. Et il faut arriver à ceci, en utilisant ce qu'on a là. Alors, si on regarde bien, là, vous voyez des G, et là aussi. Donc il y a G de machin chose égale G de machin chose, implique machin chose égale machin chose. Donc là, G de f de x est égal à G de f de x', ça veut dire que les f de x et f de x' doivent être les mêmes. Donc ça implique f de x est égal à f de x'. Alors si vous êtes sur une copie, vous n'êtes pas censé avoir écrit tout ça, donc vous expliquez d'où ça vient. Et ça vient de l'injectivité de G, car G est injective. Ensuite, vous voyez f de x est égal à f de x'. Ah tiens, c'est ici. Et ça implique que x égale x'. X est égal à x'. Et vous dites d'où ça vient? Ça vient de l'injectivité de f, car f injective. Et on a montré que si g rond f de x est égal à g rond f de x', alors x est égal à x', c'est-à-dire exactement la phrase qui est ici. Donc, g rond f est injective. On a vu que g rond f est injective. Pour montrer la bijectivité, il nous faut montrer que g rond f est surjective. Donc, montrons que g rond f est surjective. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout élément de l'ensemble d'arrivée de g rond f, donc quel que soit z appartenant à g, il doit exister un x appartenant à E, vérifiant z égale g rond f de x.
Comme tout à l'heure, hein, les ronds, on n'aime pas trop ça, on va les remplacer par g de f de x. Voilà ce qu'il faut montrer. Alors allons-y, on se donne un g, soit un z, pardon, soit z appartenant à g. Il faut écrire z comme g de f de x. Et on regarde ce qui se rapproche le plus de tout ça, dans ce qu'on a écrit tout à l'heure. Et on voit que z peut toujours s'écrire comme g de y. Alors allons-y, c'est un premier pas. Il existe y appartenant à f, tel que z est égal à g de y. Et on explique pourquoi. Car g est surjective. Oui, mais ça nous convient pas bien, parce que nous, on veut pas y, on veut f de x. Donc il faudrait que y soit égal à un f de x. On regarde dans tout ce qu'on a écrit tout à l'heure, et on voit que la surjectivité de f nous le permet. De plus, il existe un x dans E, tel que y est égal à f de x, car f est surjective. Donc, si on combine les deux, on se retrouve avec z est égal à g de y, mais y c'est f de x, donc c'est aussi g de f de x. Donc pour tout z dans g, j'ai bien trouvé un x tel que z égale g de f de x. Donc, j'ai montré la surjectivité de g rond f. Donc g rond f est surjective. Conclusion, g rond f est injective, g rond f est surjective, donc g rond f est bijective. Pour terminer, quelques conseils. Alors, c'est des conseils que j'ai déjà donnés dans d'autres vidéos, mais je me doute bien que vous n'avez pas le temps de regarder toutes les vidéos, donc je vais les redonner. Première chose, n'hésitez pas à transcrire la théorie dans le langage de l'exercice. Alors c'est systématiquement ce que j'ai fait. J'ai pris les définitions abstraites ou les théorèmes abstraits, et dans l'exercice j'ai mis « on veut montrer que » et j'ai traduit. Alors ça aide beaucoup à penser, et surtout au début, quand on découvre les mathématiques un petit peu dures, ça nous permet de bien se rentrer dans le crâne toutes les définitions et tous les théorèmes. Donc n'hésitez pas à le faire, même si ça fait perdre un petit peu de temps. Autre chose, transcrire les hypothèses. Alors ça c'est particulièrement vrai dans les exercices théoriques. Si vous regardez le dernier exemple que j'ai donné, où j'avais deux fonctions f et g bijectives, j'ai traduit tranquillement ce que ça voulait dire, en disant elles sont injectives et bijectives, et puis après j'ai tout mis en formule. Quand on met tout ça à plat, ça aide beaucoup à penser, à trouver les bonnes idées. D'ailleurs, petite remarque au passage, plus on progresse dans les maths, moins on a besoin de transcrire ça, parce que ça devient presque des évidences. Et quand on est prof, on a tendance à considérer ça comme des évidences et on ne met plus au tableau. Ce qui a tendance à noyer les étudiants. Donc si vous vous sentez noyé en cours, n'hésitez pas à retravailler chez vous le cours, en reprenant les hypothèses et en mettant tout à plat. Et souvent, ça permet de débloquer beaucoup de situations. Troisième chose, cette fois-ci concernant la bijectivité, alors vous avez vu dans la vidéo, il y a essentiellement deux stratégies pour montrer la bijectivité, en fait il y en a d'autres, on verra un peu plus tard. Soit vous montrez que la fonction est à la fois injective et surjective, soit vous utilisez le théorème. Alors le théorème a un gros avantage, c'est qu'il permet de faire une rédaction très courte. Mais attention, des fois, c'est un petit peu délicat à utiliser. Et puis si vous ne vous sentez pas à l'aise, n'hésitez pas à découpler en démontrant l'injectivité et surjectivité. Vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le théorème. Enfin, une petite remarque pour ceux qui seraient posés des questions sur les exemples patates. Donc à chaque fois que je donnais une fonction bijective, si vous avez remarqué, la taille de l'ensemble d'arrivée et de l'ensemble de départ, c'est le même. Alors ça n'est pas un hasard en fait, parce que si vous prenez un ensemble d'arrivées plus petit, par exemple ici, vous n'arriverez pas à construire une fonction qui soit injective.
voyez, il y aura forcément deux flèches qui vont pointer au même endroit. Ou si vous prenez un ensemble d'arrivées plus gros, cette fois-ci, vous n'arriverez pas à construire une fonction qui soit surjective. Il y aura toujours un point qui va rester à l'air libre. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez vu que des patates avec la même taille, ça n'est pas par hasard, ça n'est pas pour vous gruger. Et de fait, on utilise la bijectivité pour comparer la taille de deux ensembles. Et on appelle ça un cardinal. Je ferai une vidéo plus tard sur ce sujet-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre la bijectivité. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.